Je dois vous dire que je pense être maudite. À chaque fois que je lis, j'ai l'impression que c'est moi qui m'occupe des chats dans ce livre. Ils sont anthropophages, mais pas cannibales. C'était quand même une prédiction 5 étoiles que j'abandonne. Hier, je suis allée dans une librairie d'occasion de Montréal pour essayer de vendre un peu plus certains livres. Le problème, c'est que j'ai acheté d'autres livres. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce vlog où je vais tester des prédictions 5 étoiles romantasy. J'ai une relation un petit peu amour-haine avec la romantasy parce que j'adore ça en théorie. J'ai plein de coups de cœur qui sont des romantasy, mais en pratique, j'ai du mal avec tout ce qui sort récemment en romantasy qui me déçoit énormément. Depuis que c'est devenu hyper populaire, je trouve que ça a beaucoup perdu en originalité. J'ai plus de mal, je suis souvent déçue, mais il y a certaines autrices que j'adore, en qui j'ai toute confiance. Et je me suis donc fait une petite sélection de 3 livres à tester dans ce vlog. Et on va donc pouvoir tester ensemble si j'ai raison de leur faire confiance et si ces livres-là vont être des 5 étoiles. Je commence avec Le refuge occulte pour chat d'Agnès Aubert, qui vient tout juste de sortir en français aussi et qui va être notre lecture commune Patreon pour le mois d'avril. C'est, je pense, ma sortie la plus attendue de 2026, vu qu'il s'agit du nouveau titre d'Heather Fawcett, qui est l'autrice de Emily Wilde. Cette trilogie, ça a vraiment été une révélation, coup de cœur pour moi dans les dernières années, donc j'avais très hâte de découvrir son tout nouveau livre. D'autant plus que là, ça se passe à Montréal, dans les années 20, et qu'il va y avoir des chats. C'est parfait. On a en fait Agnès Aubert qui tient ce refuge pour chats, mais qui va devoir se relocaliser après qu'une explosion magique, il me semble, détruise son refuge, et elle va se retrouver locataire au-dessus de l'appartement d'un sorcier puissant. Donc ses ennuis avec la magie n'ont pas l'air près d'être finis. La seule chose qui me fait un petit peu peur, c'est que il y a plusieurs personnes qui sont fans des Emily Wilde comme moi, qui l'ont lu et qui ont été un petit peu déçues. J'espère que ce ne sera pas mon cas. Le deuxième livre que j'ai choisi est un petit peu plus vieux, mais en fait il va parfaitement dans une niche que j'adore, qui est le journal d'aventure d'une scientifique qui étudie des créatures un petit peu fantastiques, comme Emily Wilde notamment. Et il s'agit des oiseaux fabuleux sous un ciel victorien, en anglais The Ornithologist's Field Guide to Love de India Holton. Et là on va suivre 2 ornithologues un petit peu rivaux académiques qui vont entrer en compétition pour devenir comme l'ornithologue de l'année et sauver ou découvrir un certain oiseau, une certaine espèce d'oiseau. Je suis pas trop sûre au niveau ornithologie de la chasse, exactement, mais on va le découvrir ensemble. Et puis, en dernier, celui-là n'existe qu'en anglais pour le moment, mais je pense qu'il sera traduit. Il s'agit de The Swan's Daughter de Roshani Chokshi, donc la fille du cygne. Roshani Chokshi, je suis très très fan de sa plume, celle notamment qui a écrit Les loups dorés et Le baiser amer des étoiles, qui est un livre que j'avais adoré quand je l'avais lu. Donc là, on est sur une romantasy young adulte, donc j'ai un petit peu peur pour le côté young adulte, mais j'avais envie de faire confiance à cette autrice qui arrive toujours à m'embarquer dans ses univers. Donc là, on a une jeune fille qui est un Veritas. C'est un être fantastique qui peut se transformer en cygne. Et en fait, quand elle chante, sa voix, ça oblige les gens à dire la vérité, en gros. Et elle va se retrouver sur le chemin d'un prince qui a eu une espèce de bénédiction-malédiction, où en fait, si il se marie, il faut qu'il soit sûr que la personne l'aime, parce que sinon il risque de se faire tuer. Et donc elle, ça pourrait lui être très utile qu'elle soit là, puisqu'il pourrait poser la question à sa future femme, est-ce que par hasard tu veux me tuer? Je trouvais l'idée très intéressante, surtout qu'il y a le sous-titre A Possibly Doomed Love Story, donc une histoire d'amour potentiellement maudite. C'est assez intriguant. Je trouve la couverture magnifique. Et j'ai décidé que j'allais commencer le vlog avec celui-ci. Donc si ce n'est pas encore fait, installez-vous confortablement avec une bonne tasse de thé. Je vais lire quelques chapitres de ce livre et je vous en reparle très vite.
j'ai déjà lu une centaine de pages de Swan Daughter. Ça va quand même assez vite, ce qui est pas plus mal, mais en pleine lecture. Et j'aime bien. Il y a des petites choses où je suis moins fan, mais je pense que c'est fait exprès. Ou en tout cas, je vais attendre de voir comment ça évolue avant de mettre un jugement final. Mais la façon dont ça commence, c'est assez original. Ça fait très conte. Parce que on va nous raconter l'histoire de la mère de Demelza, qui était donc un signe veritas, donc une femme qui était aussi un signe, avec la voix, comme je vous disais, qui fait sortir la vérité et tout. Et comment elle a rencontré Parva, un sorcier, qui a réussi à la capturer en la faisant tomber amoureuse de lui. C'est intéressant parce qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, mais en même temps, il la garde prisonnière. Donc c'est une relation assez bizarre. Et nous on arrive au moment où Araminta, donc la mère, va avoir sa portée de filles, donc Demelza et ses sœurs. Et puis on voit que en fait le but de Parva, donc le père, c'est d'envoyer toutes ses filles auprès de seigneurs, de rois d'autres pays pour qu'elles en prennent le contrôle un petit peu. Il les élève comme des espionnes et tout. Et donc Demelza est un peu la seule fille qui reste avec ses parents jusqu'à ce que son père se rende compte qu'il doit la sacrifier pour gagner l'immortalité. Et même si c'est sa fille et qu'il aime, il est comme allez, on va le faire, merci ma fille, tu voulais m'être utile, ben ton sacrifice va m'être utile. Donc sa mère l'aide à s'enfuir et c'est là qu'elle va rencontrer le prince Harris, avec qui j'ai du mal. Le prince Harris, en fait, lui, il vient d'une lignée où ils ont été maudits, comme je vous disais dans l'introduction, où la personne qui monte sur le trône, ça doit être un des descendants ou la personne qui possède leurs mains et leur cœur en mariage. Et donc il y a eu toute une histoire dans sa famille où dès que l'héritier masculin se mariait, il était tué. Apparemment ils ont vraiment pas de chance, ils tombent que sur des gens qui sont plus intéressés par les tuer que à co-régner, jusqu'à son père qui a réussi à déjouer un peu les envies meurtrières de sa femme, et donc ils sont tombés amoureux pour de vrai, ils sont vivants. Et donc Harris, lui, il a déjà eu plusieurs aventures, on va dire plusieurs fiancées ou quoi, mais à chaque fois, ils ont essayé de le tuer avant le mariage. Là, tu te dis, elles sont vraiment pas malines, parce qu'elles avaient juste à attendre que la cérémonie soit faite, et c'était réglé. Mais bon. Et donc là, il est un peu à sa dernière chance, il a décidé de faire une compétition de mariage, et il épousera celle qui va gagner, et peut-être elle va le tuer. Mais il est comme, c'est la vie. Ils viennent donc de se rencontrer, et on vient d'avoir un exemple du pouvoir de Demelza, même si elle peut pas chanter, elle peut forcer les gens à dire la vérité. Ce qui est quand même très utile quand tu essayes de savoir si quelqu'un veut te tuer ou non. Donc là, vraiment, c'est le tout début de leur relation qui va s'établir. Je sais pas encore comment ça va se passer. Mais mes difficultés avec le prince Harris, du coup, c'est que il est très dans... Comment on utilise le mot un peu anciennement? C'est un grand rêveur, ok, fine, mais genre, il s'occupe que de la beauté des personnes qu'il voit, il tombe vraiment amoureux juste de leur beauté, et il est très dans l'apparence un peu de ses fiancés, genre il est très concentré là-dessus, sur le physique et tout. Il a un côté très épicurien aussi, genre le plaisir des sens et tout, pas nécessairement le physique, mais genre les odeurs, la nourriture, tout ça. Donc il vit un peu dans son monde, mais en même temps, quand... tu vois comment il tombe amoureux, mais en même temps, quand tu vois comment il s'intéresse aux prétendants qui lui sont présentés, sur quoi il se repose, il se laisse complètement avoir, et c'est d'ailleurs ce que sa sœur lui dit, c'est genre, t'as vraiment aucun jugement en ce qui concerne les femmes, et c'est très vrai. Et je trouve qu'il a vraiment un côté très insouciant et un peu égocentrique pour le moment, donc je vais voir si ça passe, et s'il va évoluer un petit peu. J'ai l'impression qu'il est fait pour être écrit comme ça, mais j'espère qu'il va pas le rester. Et Demelza, on a encore un peu du mal à voir sa personnalité, je trouve, même si elle était plus présente au début du récit. J'ai plus de mal à la cerner encore. Donc écoutez, je vais continuer un petit peu cette histoire. Et puis, je vous referai une update. J'espère que vous avez réussi à me suivre dans ma petite explication. Il me reste une 80aine, ça se dit pas du tout. Il me reste environ 80 pages pour terminer The Swan Daughter, et du coup je voulais vous faire une petite update, juste mes impressions générales. Pour le moment, j'apprécie vraiment toujours beaucoup cette lecture, notamment le fait qu'il y ait une compétition. J'aime toujours les livres avec une compétition, enfin toujours. Vous me comprenez, c'est quelque chose qui me plaît dans les livres. Et
là, c'est des compétitions quand même assez originales pour devenir reine, mais intéressantes. Et puis ça mêle toujours beaucoup la magie de l'univers. Et c'est un des trucs que je trouve le plus fascinant, à la fois l'écriture de l'autrice, mais aussi comment l'écriture nous introduit à cet univers extrêmement beau et... Tout y est magique, genre le château est magique, les salles s'arrangent selon la personne qui est à l'intérieur, par exemple. C'est vraiment hyper inventif, mais d'une belle façon. Ça me fait penser à ce que Laini Taylor fait ou Samantha Sotoyampa. C'est vraiment le type d'autrice qui crée des univers où la magie a quelque chose de très whimsical. C'est le meilleur mot que je trouve pour le décrire, mais vraiment de très beau. Et ça peut quand même avoir un côté sombre et tout, ça n'empêche pas, mais très beau. Nessa, tu as quelque chose à commenter? Au-delà de ça et de la compétition, j'aime bien le fait que ce soit donc un groupe de femmes qui veulent toutes le même mari, comme le Bachelor, j'imagine, mais que ce soit pas... Eh bien Nessa, t'as une opinion sur le livre aussi? Je disais quoi? Ah oui, j'aime le fait que ce soit pas juste, elles se tirent dans les pattes, elles s'insultent, elles se font des mauvais coups. Oui, t'as un petit peu ça, parce que bon, c'est quand même une compétition et tout. Mais il y a aussi plein d'amitiés qui se forment, des amitiés de suite, d'autres qu'on pensait pas. Du coup, on sort des clichés qu'on voit malheureusement encore souvent dans les livres. Je pense notamment à Guild, où les femmes détestent les autres femmes et sont horribles avec les autres femmes. Et ça aussi, j'aime bien. Puis c'est quand même assez drôle de voir que la plupart veulent quand même tuer le prince et non pas la patience d'attendre jusqu'au mariage. Ça rajoute un petit peu de piment à l'histoire. En ce qui concerne la relation de Demelza et Harris, lui j'ai toujours du mal. Parce que vraiment, il voit une jolie fille qui passe et puis il est comme l'amour de ma vie. Il les a toutes embrassées. Enfin vraiment, il est très... Il est vraiment très spécial et je suis pas sûre que sa personnalité me parle particulièrement. Mais il connecte beaucoup avec Demelza par le fait que tous les deux, ils veulent dans la vie, ils veulent plus de choses, ils veulent découvrir, ils veulent savourer, ils veulent. Et Demelza par contre, je l'aime beaucoup comme personnage parce qu'elle se découvre elle-même au fur et à mesure du livre. Et bon, elle tombe un petit peu amoureuse de Harris aussi, mais ça c'est un beau prince et il est gentil. Il parle avec elle, ils discutent beaucoup, ils ont plein de goûts en commun et tout. Mais surtout, elle se fait vraiment ce cheminement pour apprendre qui elle est sans l'influence de ses parents. Et elle aussi, elle veut plus de la vie, en fait, et je peux tout à fait relate avec ça. Malgré ça, il y a des petits moments où le côté, on va dire, manque de maturité des personnages ressort un petit peu. Genre quand ils doivent se parler et qu'ils osent pas dire les choses et qu'il y a un manque de communication. Oh, ça me frustre un petit peu. Mais c'est mon seul bémol sur le livre, donc peut-être que ce sera pas un 5 étoiles, mais on part vraiment dans tous les cas sur une très bonne lecture. À voir comment ça va se terminer maintenant. Oh, la belle petite lumière du soleil couchant. J'espère qu'elle va pas me venir dans le visage, par contre. J'ai terminé The Swan Daughter, ça y est. Et vraiment, ça a été une très bonne lecture. Pas un 5 sur 5, un 4,5 sur 5, mais c'est quand même très bien, on va pas se plaindre. J'ai vraiment adoré l'univers, les personnages, la révolution. Harris, jusqu'au bout, j'ai eu un petit peu du mal, mais en même temps, je trouvais qu'il avait une personnalité extrêmement intéressante et assez unique. Je peux pas dire que j'ai vu d'autres personnages qui avaient sa façon de voir la vie et je trouvais que c'était très inspirant par certains côtés, sa philosophie de comment profiter des choses et tout. Donc je l'apprécie d'une certaine façon, même si je n'approuve pas certaines autres choses. Demelza, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que pour un young adulte, oui, des fois ça apparaissait un petit peu le côté immature des personnages, mais franchement, ça va. Et le seul autre reproche que j'aurais pour le livre, c'est que j'ai trouvé que la fin, il y avait un espèce de rebondissement pour explorer un autre sujet, un aspect plus autour de à quel point pour aimer quelqu'un, il faut avoir le choix de l'aimer, la liberté et tout ça. Et oui, c'est un questionnement complètement intéressant, mais j'ai trouvé que la façon dont c'était amené à la fin, c'était un peu brusque. J'étais pas 100% fan. Mais à part ça, vraiment... top. Je pense bien qu'il va être traduit parce qu'ils ont fini par traduire tous les autres livres de l'autrice. Donc surveillez le prochain Roshani Chokshi parce que c'était extrêmement poétique, beau, vraiment bien écrit et l'univers est extrêmement riche au niveau de tout ce qui est un peu folklore et ambiance de conte. On est vraiment là-dedans à 100%. Donc si vous aimez les réécritures ou explorer différentes mythologies, je pense que vous avez de grandes chances d'aimer. Je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir la relation donc, qui se met en place entre Demelza et Harris, qui est le centre du livre, mais en même temps, on voit aussi la relation des parents de Demelza
et celle des parents de Harris. Comment est-ce qu'ils sont mis ensemble, ce qui nous est raconté sous forme de conte, puis comment leur relation est actuellement et tout. Et je trouvais que c'était vraiment chouette de voir ça. Il y a aussi un autre couple qui se forme un petit peu et qui laisse un potentiel de suite peut-être d'ailleurs. Ça c'est quand même complètement comme un tome unique, mais c'était... vraiment chouette d'avoir un peu toutes ces différentes dynamiques-là. Et encore une fois, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait cette sororité entre les personnages féminins et pas juste elles se battent toutes pour avoir le prince et du coup elles se font des crasses entre elles. Non, il y avait vraiment de belles relations qui se sont ouvertes et il y a pas mal de personnages secondaires que j'ai beaucoup aimés. J'adore quand il y a des maisons ou là des châteaux magiques, des plantes magiques, tout ça, super beau. Donc vraiment, je ne suis pas déçue du tout par cette lecture et je vous la conseille si tout ce que j'ai dit c'est des éléments que vous aimez. Maintenant que ça s'est dit, je ne vous cache pas que j'ai très hâte d'attaquer ma prochaine lecture pour ce vlog, qui est bien sûr Le refuge occulte pour chats d'Agnès Aubert. Comme je vous disais, c'est notre lecture commune Patreon pour le mois d'avril et il y en a qui l'ont déjà commencé. Donc je me suis retenue d'aller voir les spoilers, mais c'était pas facile. Je vais essayer de lire la partie de la semaine et puis je vous donnerai mes premières impressions. Ce matin, j'avais un petit temps libre, si on veut, entre mon rendez-vous physio pour mon dos et mon cours de pilates. Et j'en ai profité pour attaquer Agnès Aubert. Et j'aime beaucoup, pour le moment. Donc j'en suis au chapitre 10. Ça se lit quand même assez rapidement et le livre est pas très gros, mais j'aime beaucoup. Alors, j'ai un petit bémol dont je vais vous parler, mais d'abord, installons un petit peu le décor. On a Agnès qui est la fondatrice d'un organisme, en fait, d'un refuge pour chats. Et malheureusement, la rue dans laquelle elle habitait, il y a eu une grosse explosion magique parce qu'on est dans un univers où il y a des magiciens et elle doit se relocaliser. Sauf que vu qu'elle a un refuge pour chats, un organisme à but non lucratif et qu'elle va remplir le lieu de chats, elle a beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui l'accepte. Et donc elle va se retrouver dans une situation où elle peut pas trop dire non quand elle a une super opportunité qui lui est proposée dans une belle rue, beaucoup moins chère que ce que ça devrait être, ce qui un peu la questionne. Et elle va accepter de louer un étage plus un appartement pour avoir son refuge dans des circonstances un petit peu étranges. Mais encore une fois, elle se dit ça va être l'hiver, j'ai pas le choix, il faut que je trouve un endroit où les chats puissent rester. Donc elle loue ça et quelques semaines après avoir aménagé, déjà elle voit un peu des allées-venues étranges, mais elle est comme, je vais juste l'ignorer. Les gens qui traversent ma boutique pour aller au sous-sol, les bruits qui viennent du sous-sol, j'ignore tout, j'ai un endroit bien, avec les chats, je peux m'en occuper, j'ignore tout. Sauf qu'une nuit, elle va être réveillée par un grand bruit, une femme qui est en bas et qui commence à tout détruire, jusqu'à ce que le mystérieux occupant du sous-sol sorte et se révèle être Hemlock Renard, le plus grand magicien de l'époque, le plus dangereux, qui a apparemment failli provoquer la fin du monde 3 ans plus tôt. On sait pas du tout comment. Et il va y avoir un petit peu une bataille entre les deux magiciens. Heureusement, elle s'en sort, les chats s'en sortent. Mais elle est comme, c'est quoi ce bordel ? Tu as mis ma vie en danger, t'as mis la vie des gens en danger, tout est détruit. Bon, il commence à réparer. Mais comment ça va se finir, cette histoire ? Parce que la magicienne qui l'a attaqué, c'est sa sœur, et elle est persuadée qu'il a un artefact que elle veut. Donc on sait qu'elle va revenir et qu'ils sont toujours en danger et tout. Donc Agnès, elle est un peu comme dans quelle situation je me suis fourrée. Elle aime pas particulièrement les magiciens, sachant qu'ils ont détruit son ancien lieu de travail. Et je pense que dans cet univers, pas grand monde aime les magiciens parce qu'ils ont tendance à un peu se moquer de la vie du peuple et à détruire les choses avec leur magie et tout. C'est assez mystérieux le fonctionnement de la magie. Là, on a eu quelques explications. C'est très original, mais on sait pas encore trop là-dessus. C'est comme, oui, on est dans un univers avec de la magie, mais dans la vie du quotidien, dans le quotidien d'Agnès et de la majorité des gens, il n'y a pas de magie. C'est vraiment une minorité qui en a. Et je trouve que c'est quand même chouette, ce genre d'univers qui est fantasy, mais pas concentré sur la magie non plus. Même si peut-être que là, il va y en avoir plus maintenant qu'on a rencontré Hemlock. Et au-delà de ça, j'aime toujours beaucoup la plume de l'autrice, sa façon de décrire les choses. Je trouve que c'est très immersif. Les descriptions des chats, ils sont trop mignons. Puis en ayant des chats aussi, je peux tellement reconnaître certains comportements qu'elles ont ou imaginer qu'elles pourraient avoir et tout. Et donc ça, j'aime beaucoup. Les chats, je les adore.
On en a rencontré plusieurs là déjà, et tous avec leur petite personnalité, leur petite particularité. C'est trop mignon. J'aime la personnalité d'Agnès aussi, qui est très organisée et qui est très dévouée à ses chats. C'est intéressant aussi parce qu'elle a 35 ans, donc I can relate. Et elle a perdu son mari, ça je relate moi. On ne sait pas non plus comment son mari est décédé. Et c'est, encore une fois, ça change un petit peu du type de personnage qu'on retrouve dans les romantaisies ou les romans fantasy. Et, dernière chose, elle a une sœur qui s'appelle Élise. Alors je suis trop fan, à chaque fois que je lis, j'ai l'impression que c'est moi qui m'occupe des chats dans ce livre. J'aime beaucoup. J'aime aussi la personnalité de sa sœur et j'aime leur relation à elles deux. J'adore voir les relations entre sœurs dans les livres. Donc tout ça, c'est que du positif. Mon seul point négatif, c'est qu'on est censé être à Montréal dans les années 20. Mais pour le moment, ça me donne plus l'impression d'être à Paris. La description des choses, il n'y a rien qui fait Montréal dans le livre. Et il y a même des réflexions que je trouve un petit peu étranges. Genre, je sais plus comment, mais une référence aux rues du Moyen-Âge ou quoi. J'étais comme, mais il n'y avait pas de rue du Moyen-Âge en Montréal. C'est assez récent quand même comme ville, genre entre 350 et 400 ans. Il n'y avait pas de construction moyenâgeuse comme on peut l'imaginer en Europe à Montréal, donc ça fait bizarre un peu. Et moi je vois beaucoup plus des rues de Paris que des rues de Montréal, avec les noms des rues aussi, avec tout ce qu'il y a. Trop fan, à chaque fois que je lis, j'ai l'impression que c'est moi qui m'occupe des chats dans ce livre. J'ai du mal. Donc j'espère que ça va s'améliorer un petit peu. C'était une des craintes que j'avais de toute façon en voyant que le livre était à Montréal. On va voir. On va voir comment ça va se passer. Je laisse le bénéfice du doute, mais les seuls trucs montréalais que j'ai trouvés, c'est la météo et les bagels pour le moment. Donc on va voir. Mais c'est quand même un très bon début et pour le moment, ça pourrait être un 5 étoiles. Il me reste plus qu'une centaine de pages pour terminer Agnès Over. Je passe toujours un très bon moment, même si je pense que là on va plus entre du 4 et du 4,5. Parce que j'ai toujours un petit peu le même reproche de je me sens pas à Montréal, même s'il y a des petites choses, c'est pas suffisant. Je me sens pas non plus particulièrement dans les années 20. Et on comprend qu'on n'est pas dans notre monde. Bon, il y a de la magie. Ok. Mais en plus de ça, par exemple, à un moment, elle discute avec un boulanger qui parle de son mari, donc un couple gay marié dans les années 20. Donc tu peux te dire, ok, je suis dans un autre univers, une réalité alternative où il y a de la magie, où les personnes queer ont eu plus de droits, ce qui est cool. Mais je trouve qu'en même temps, on n'a pas assez de démarcation avec notre monde pour que ce soit clair que c'est ça. En même temps, dans Emily Wilde, elle avait fait un peu la même chose parce que c'était pas questionné qu'Emily soit une femme dans le milieu académique à son époque et tout. Mais je sais pas, il me manque un petit peu cet ancrage dans la réalité qu'elle a créée. Après, au-delà de ça, j'aime beaucoup les personnages. Havenlock, et non, Hemlock. Les chats, je les aime beaucoup, il y a des petits nouveaux qu'on découvre. Il y a un pseudo-triangle amoureux, je suis pas sûre de ce que j'en pense, ni même de la relation amoureuse et de comment elle se développe. Je suis un peu perplexe par rapport à ça. Mais ça vient pas nécessairement non plus gâcher ma lecture. Je suis vraiment là pour l'ambiance, les personnages et les chats. Donc tout ça, écoutez, ça fonctionne bien. Je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Ça se lit quand même assez rapidement. Mais je vous ai pris surtout parce que j'ai plusieurs paquets à ouvrir et j'avais envie de faire ça avec vous.
Celui-là, je pense que c'est une de mes sorties les plus attendues de l'année. Oui, oui, oui. Oh, c'est mignon, ils ont mis un petit sticker avec. Il s'agit de... Oh, c'est beau. Pardon. 6 authors, one private island. Donc, 6 auteurs, une île privée. Ah, c'est trop cool. 72 heures pour écrire la fin qui va changer leur vie. C'est vraiment trop beau. C'est trop stylé. Donc, The Ending Writes Itself, je vous en avais parlé. C'est un thriller murder mystery avec comme autrice V.E. Schwab et Kat Clark sous un pseudonyme. Hyper curieuse de découvrir ce que V.E. Schwab peut faire dans ce genre, en plus accompagnée d'une autre autrice. Et vraiment, je pense qu'il y a un haut potentiel 5 étoiles pour ce livre-là. J'ai trop hâte de le lire. Oh, ça va pas bien, je reçois plein de livres au mois d'avril. Ils sont pas prévus dans le serial Série Starter et que j'ai trop envie de lire. Les 2 prochains, c'est pour des partenariats rémunérés. Alors j'en ai pas tellement non plus, mais il se trouve que là j'en ai 2 pour le mois d'avril. Le premier, c'est avec une revue québécoise. Et il s'agit de la revue Lettres québécoises. Et en fait, je pensais pas qu'ils allaient m'envoyer tout ça, mais ils m'ont envoyé plein de numéros. Donc c'est une revue qui va parler de littérature, de critique d'art. Il y a vraiment plein de thématiques différentes. Les écritures de soi. Et j'avais même 2 petits carnets qui sont très chouettes. On n'a jamais trop de carnets. Et c'est leurs 50 ans en fait cette année. C'est une revue qui a été créée en 1976. Donc pour leur anniversaire, ils font une espèce de promotion spéciale et tout. J'ai vraiment hâte de m'y plonger un petit peu plus, puis vous le verrez passer sur mon compte Instagram aussi. Et lui, totalement différent, c'est un livre français qui est énorme. Et il s'agit de Audaren, la rétention des âmes de Daliborka Milovanovic. Mais je savais pas qu'il y avait le Spray Legend, je voulais juste vous montrer à quel point il était énorme. Vous n'aurez pas recours à la magie du sang mortel, car le sang, c'est l'âme. Oh, c'est très 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 beau. Pareil, vous aurez mon avis sur Instagram, mais énorme, il est très beau. Ok, voilà pour l'unboxing. Je finis Agnes O'Bird et je vous donne mon avis final. Et voilà, j'ai terminé Agnes O'Bird et je me suis régalée. Je reste vraiment sur tout ce que je vous ai dit. La fin n'a pas changé grand-chose pour moi. Il y a un nouvel élément qui est apparu qui était assez intéressant. Beaucoup d'action, on va dire, mais en même temps, ça restait cosy d'une certaine façon parce que les résolutions qu'il y avait et le retour rapide à la normale, entre guillemets, et tout, font que, voilà, garder cette petit côté douillet et tout qu'on avait depuis le début du livre. Et même si j'aurais aimé que je puisse me sentir plus dans l'époque et dans l'univers créé pour ce livre-là. Je me suis vraiment régalée. Et puis, les choix, ils sont trop choux, voilà, que dire de plus. Donc ça va être très court comme conclusion parce que j'ai rien à ajouter. Et je vais lui mettre un 4.25. Donc on reste sur les bonnes lectures, mais on n'arrive pas à avoir un 5 sur 5. Hein. C'est catastrophique, ça. Donc écoutez, on va placer tous nos espoirs dans le prochain où je l'ai mis. Le voilà, donc le guide de l'ornithologue. Je vous mets le titre en français là parce que je l'ai complètement oublié. Et que moi j'ai la version anglaise, donc The Ornithologist Field Guide to Love. Et j'ai déjà lu un livre de India Holton il y a pas mal d'années maintenant. Et j'avais pas 100% accroché, donc j'ai un peu peur, mais en même temps j'ai vu tellement d'avis positifs de personnes qui ont lu ce livre et de personnes qui ont aimé Emily Wilde et qui ont aimé ce livre que je veux y croire. Donc je vais l'attaquer, lire quelques chapitres et je vous donnerai mes premières impressions. Bon, j'ai lu 2 chapitres de Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien et je pense que je vais m'arrêter là. C'était quand même une prédiction 5 étoiles que j'abandonne, c'est fou. Je vais quand même vous dire quelques mots sur le livre, mais en gros, on est à l'époque victorienne et on suit l'assistante
d'une ornithologue qui est aussi ornithologue, mais elle travaille avec elle parce que toute seule elle n'aurait pas assez d'argent. Donc un duo de femmes ornithologues qui vont sur le terrain, qui vont vraiment dans d'autres pays, dans des forêts et tout, pour étudier et capturer des oiseaux, et en particulier des oiseaux magiques. Et on est dans un univers où il y a beaucoup de compétition entre les ornithologues, c'est vraiment intense. Et là, ils viennent d'annoncer une compétition pour retrouver un oiseau en particulier extrêmement rare. Et il y a un prix, bon, il y a le prestige, il y a un prix financier, et il y a aussi ce qui intéresse particulièrement Beth, notre personnage principal, le fait que tu obtiens une position permanente de professeur. Et elle est comme temporaire pour le moment, donc c'est le rêve. C'est quelque chose qui revient. Peu importe si dans une fantasy, un livre historique ou contemporain, dans les universités anglaises et américaines, avoir ce poste permanent de professeur, c'est le but absolu. Dans tous les livres que je lis qui en parlent. Et donc, elle est très motivée à trouver cet oiseau, mais sur son chemin va se placer un compétiteur qui a le don de la faire sortir de ses gonds et qui suscite beaucoup d'émotions en elle. Dans l'idée, ça me plaît énormément. Et dans la pratique, ce qui me bloque, c'est l'écriture de l'autrice. Et j'avais la crainte avant de commencer le livre, honnêtement, parce que l'autre livre que j'avais lu d'elle, j'avais eu un petit souci avec l'écriture aussi. Et là, je lisais, j'étais comme, oh, non, c'est trop. En fait, elle utilise beaucoup d'humour, l'autrice, dans les discours internes des personnages ou dans ses descriptions de scènes et tout, mais c'est trop, en fait, c'est juste lourd du coup pour moi à la lecture. Je sais pas si je peux vous trouver un exemple, bon ce sera en anglais du coup. Par exemple, She even wore the white lace dress Hippolyta so admired, despite its waistband being prejudiced against breathing. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire avec cet exemple, mais c'est que des phrases avec une touche d'humour et de sarcasme et tout, mais il y en a trop, c'est quasiment tous les dialogues. Mais en tout cas, moi ça me dérange, j'aime bien quand il y a une touche de sarcasme et tout dans les livres, par exemple les Véronica Speedwell, mais quand c'est trop souvent, trop de phrases, ça me pèse. Et du coup, je profite pas. Même si ça me rend très triste. Je vais pas me forcer à continuer. Et du coup, je me suis dit, quand même, il y a un autre livre, Romantaisie, dans ma pile à lire qui me tente beaucoup. Le résumé me parle bien et je viens de voir qu'il sortait en français, donc je me suis dit, allez, je vais l'inclure dans ce vlog, petite solution de secours, en tout cas on espère. Il s'agit de How to Lose a Goblin in 10 Days. Au moment où je filme, je suis pas sûre que le titre en français soit sorti, mais je vous le mettrai là, si c'est le cas, avant que la vidéo sorte. Il doit paraître au printemps. Donc je me suis dit, en plus ça vous fera un avis sur une parution récente, voilà. Et on va espérer que ça se passe mieux, du coup, que celui-là. Je suis vraiment triste, vraiment, vraiment. Non, à côté. Oui, et celui-là. M. Et celui à côté. Ici. Oui. Okay. À droite. Merci. Oh là là, j'en ai des choses à vous dire. Par où je commence? Hier, je suis allée dans une librairie d'occasion de Montréal pour essayer de vendre un peu plus certains livres. Ils m'en ont pris quelques-uns, moins que ce que j'espérais, mais quand même. Donc j'étais contente. Le problème,
C'est que j'ai acheté d'autres livres. Pas beaucoup, mais quand même, je vais vous montrer. Parce qu'on est aussi allé en fait ensuite au Renaissance, à une librairie Renaissance. Et voilà. Et encore, franchement, par rapport à tout ce qu'il y avait, je trouve que j'étais raisonnable. Donc dans la librairie où j'ai vendu des livres, j'ai trouvé 2 Agatha Christie dans la collection que j'essaye de construire. Donc une certaine édition spéciale. C'est pas des Miss Marple ni des Hercule Poirot en fait. Donc Murder is Easy. Je suis vraiment fan de ces couvertures-là. Et Ordeal by Innocence. Donc je vais pouvoir les ajouter à ma petite liste, voir si je peux les intégrer dans le challenge que je fais cette année, mais sinon, mon but c'est de tous les avoir dans cette édition-là, donc ça prend du temps. En parlant d'édition. Oh, je l'avais pas celle-là, et je la trouve vraiment cute. Mon objectif n'est pas d'avoir toutes les éditions du Seigneur des Anneaux qui existent, je vous rassure, il y en a beaucoup trop. Mais quand j'en vois une qui fait un petit peu vintage, cute, je peux pas résister. En plus, 3,25$, ça va. Ça aussi, c'est pour la collection. Et, par contre, j'ai aussi trouvé Forget Me Not de Julie Soto, qui est aussi sorti en français. Et si vous vous souvenez, il était parmi les choix possibles dans ma vidéo où je vous ai voté pour les favoris de Booktube que j'allais lire. Donc, il m'intéresse vraiment beaucoup. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, c'est l'occasion de le tester, de tester cette autrice. Et puis, la couverture fait bien printemps-été, donc avec un peu de chance, il traînera pas trop longtemps dans ma pile à lire. Ça, c'était la partie un petit peu fun. Maintenant, je dois vous dire que je pense être maudite. Et que faire des vidéos prédictions 5 étoiles, où je lis jusqu'à ce que je trouve un 5 étoiles, tout ce genre de choses-là, c'est pas pour moi. Soit je suis très mauvaise pour prédire mes 5 étoiles, soit je suis trop difficile, je ne sais pas. Parce que j'en trouve quand même des 5 étoiles, mais ça ne marche pas. Parce que je vous ai dit que j'avais décidé d'abandonner Des oiseaux fabuleux dans un ciel victorien, et que j'avais entamé celui-ci. Eh bien, je vous annonce que j'ai aussi décidé de l'abandonner. Voilà, c'est... Que dire de plus? Je vais vous en parler quand même parce que je pense que si vous êtes très fan de cozy fantasy et que vous voulez juste du cocooning et quelque chose sans complications, ça pourrait quand même vous plaire. Il y a une halfling, semi-homme, je sais pas comment ils vont le traduire en français, Pansy, qui hérite d'un cottage de sa grand-mère, mais quand elle va pour y aller, elle y trouve un goblin, Ren, qui s'y est installé parce que pour les gobelins, le cottage était abandonné, et pour eux, ça faisait aucun sens de laisser une maison abandonnée. Qui, techniquement, tu peux dire, ça se défend. Et donc, ils vont se dire, non c'est à moi, je veux pas partir, ok, on va faire un challenge. Le premier qui exaspère l'autre au point de le faire partir, garde le cottage. L'idée me plaisait bien, puis voilà, une petite romantésie cosy, je suis pas contre, mais le personnage de Pansy est tellement naïf et innocent et a aucun skill de vie, et je veux bien que tu puisses représenter les semi-hommes ou quoi d'une certaine façon, mais là c'était trop, vraiment, j'avais l'impression de lire à propos d'une adolescente en fait, et c'est pas du tout ce que je recherche. Et encore, c'est peut-être pas être sympa avec les ados de dire ça, parce que vraiment c'était juste trop, et je supporte pas ce genre de personnage. Mais si vous, ça ne vous dérange pas, peut-être que vous aimerez ce livre. Alors là, phase 3 de cet update, je me suis dit, bon, je vais quand même pas arrêter le vlog là, parce que j'aime bien faire des vlogs longs, mais qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai déjà épuisé mes 3 prédictions 5 étoiles de Romantasy, j'en ai testé un autre, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Alors, mon idée, ça a été de me dire, je vais prendre toutes les Romantasy qui restent dans ma pile à lire, auxquelles je peux penser, il en reste pas tant, parce que là, avec le challenge, j'en ai lu ou abandonné un certain nombre, je vais les prendre, je vais lire quelques chapitres, et je vais espérer qu'il y en ait une qui sorte du lot pour continuer ce vlog. Et donc, j'ai commencé avec Voidwalker, très belle édition de Yemi Crate. Et là, je me suis dit, Elise, est-ce que tu vas vraiment abandonner 3 livres à la suite? C'est ça qui est en train de se passer? Peut-être que oui. Décision exceptionnelle de ma part, je le mets en pseudo-pause. Je le continuerai en livre audio. C'est quelque chose qui m'arrive quasiment jamais. En principe, je suis assez drastique. Je continue ou j'arrête. Je fais pas de in-between. Celui-là, je suis un peu sur la sellette, mais je vous explique. On est dans un univers fantasy que je trouve assez basique. En fait, c'est comme 4 royaumes séparés en saisons, et il y a des espèces de ponts dans le vide qui permettent de passer d'un royaume à l'autre,
qui sont surveillés, mais ils sont accessibles. Et le personnage de Fi, elle peut passer par des chemins détournés. En fait, elle a cette capacité un peu de passer par des chemins pas connus, voire de créer de nouveaux chemins. Et donc, elle est devenue... Ça commence par un B, c'est quoi ce mot? Smuggler. Non, ça commence pas par un B. Contrebandière. Il y avait un B dedans. Et donc elle transporte des marchandises d'un royaume à l'autre en évitant les taxes et tout ça. Et à un moment, on la charge d'une mission qui tourne mal. Donc pour le moment, rien de particulier, on pourrait dire. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ce royaume, il y a des espèces de créatures comme lui, là, avec des cornes, avec une queue, un monstre, quoi, qui se nourrissent d'humains. Alors j'ai vu le mot cannibalisme utilisé, mais techniquement, le cannibalisme, c'est de manger ta propre espèce. Et eux, c'est une autre espèce, donc ils mangent des humains, certes, ils sont anthropophages, mais pas cannibales. Subtile nuance. C'est quand même dégueulasse, parce que la première scène du livre, c'est quand même une femme qui se fait manger vivante. Là, j'étais comme... Qu'est-ce que tu lis, Élise, toi qui détestes absolument ça, que ça te dégoûte, c'est le 3e livre de l'année que tu lis avec ça. Qu'est-ce qui se passe? C'était déjà un mauvais signe. Mais je me suis dit, ok, on va essayer. Mais là, il se trouve que la romance va être entre la fille et un de ces gars qui bouffent les humains vivants. Alors il y a des règles, ça doit être un sacrifice volontaire, et chacune de ces créatures surveille un peu un bout du royaume et vient en aide aux humains en échange qu'ils leur donnent la nourriture. J'ai du mal quand même, j'ai du mal. Alors j'ai essayé de me dire, les vampires, ils se nourrissent, ils tuent des humains, t'aimais bien Stephen dans Vampire Diaries, pourquoi tu peux pas aimer un qui mange la chair humaine, ma foi. Mais non, je peux pas. Les vampires, ça passe, mais là, c'est le next level, ça passe pas. Et même encore, franchement, j'aurais pu faire un effort là-dessus et me dire, je laisse sa chance à l'histoire. Mais mon gros problème dans ce livre, en fait, c'est même pas l'univers, le personnage qui est un petit peu pénible, ou la romance questionnable. C'est l'écriture. L'écriture lit extrêmement ado, et je sais pas comment qualifier ça, mais c'est un style d'écriture qu'on trouve beaucoup en romantasy, et dont je pense que je me suis pas mal lassée. Les seuls que j'aime qui écrivent comme ça, c'est Sarah J. Maas et Rebecca Yarros. En tout cas, j'aimais, parce que si ça se trouve, si je lis le prochain, je vais dire « Ok, non, c'est vraiment plus pour moi ». Mais là, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, et c'est pas la première fois que j'ai ce problème, où je trouve vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas avec l'écriture, la manière dont le livre est fait, et qui mélange des choses pseudo-médiévales, fantasy, avec des trucs hyper modernes, genre elle se teint les cheveux, arc-en-ciel, les trucs de maquillage et tout, les vêtements. Donc c'est un petit peu... je trouve que ça manque d'uniformité, en fait. Et ça me plaît pas trop. Je prends pas trop de plaisir à lire ou écouter, vu que j'ai testé livre audio, cette histoire. Comme je vous disais, je le mettrai en pause et je verrai ce qui se passe, parce que peut-être qu'en livre audio, je continuerai un peu plus, mais j'ai pas trop d'espoir. Donc, un autre Lamennais. Ensuite, j'ai aussi testé A Fate of Wrath and Flame, qui était dans ma pile à lire depuis un moment, celui-là. Et là aussi, on est sur une histoire de voleuse, mais dans notre monde. Et il y a des vampires. Il y a une thématique, hein, vraiment. Et l'héroïne, Romeria, va elle aussi se retrouver mêlée à un vol particulier qui implique des immortels, une malédiction à travers les siècles, une romance fake dating, un petit peu ce qui aurait pu me plaire. Mais encore une fois, le ton du livre ne me plaît pas. Je sais pas si je suis devenue hyper difficile ou quoi, mais vraiment en ce moment, il y a plein d'écritures qui passent plus, quoi, pour mes goûts ou ce que j'ai envie de lire en ce moment. Donc lui, c'est un vrai abandon, lui. Et désolé Johan, qui me l'avait offert. Et enfin, le dernier que j'ai testé, c'est Paladin's Grace de T. Kingfisher, et je pense que là on tire quelque chose. Je pense que là, l'espoir repose là-dessus. Peut-être que moi aussi je serai touchée par la grâce. On est en plus dans un univers que je connais déjà, parce que c'est le même que celui de Sword Heart, et c'est de la romantasy médiévale, mais bien médiévale pour le coup, entre un paladin, Stephen, qui a vécu la mort de son dieu, ce qui est assez particulier parce qu'il y a comme plein de temples qui servent des dieux différents, chacun avec son utilité et tout. Et lui c'était un temple de guerrier, et à un moment son dieu est mort, ce qui a provoqué une tuerie meurtrière chez
les paladins. Et ceux qui ont survécu, maintenant, ils essayent un peu de survivre sans leur raison d'être, un petit peu. Donc lui et quelques-uns de ses amis survivants ont trouvé un peu comme un travail de garde du corps auprès d'un autre temple et tout. Et en fait, en faisant une de ces missions, il va croiser Grace. C'est littéralement en montant cette partie du vlog que je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu de mots avec Grace, qu'il y a la grâce par laquelle on peut être touché, mais que c'est aussi le nom de l'héroïne féminine du livre. Donc, Paladin's Grace. Mieux vaut tard que jamais. Une parfumeuse qui est tombée sur les mauvaises personnes, et donc elle va lui demander son aide, et il va y avoir une petite scène hyper cliché en fait, des romances, où ils font semblant d'être très épris l'un par l'autre dans une ruelle pour la cacher à ses poursuivants. On a tous lu des romances avec ce genre de scène-là. Ce qui était fun là, c'est que ça détruisait vraiment les clichés de ce genre de scène. Il est comme « Oh là là, mais j'ai jamais eu aussi peu envie de ma vie, même avec une belle femme contre moi, parce que il y a les gars derrière, et parce que elle est en train de me faire rentrer ma côte de maille dans le ventre. » Genre, c'était vraiment sympa que ça sorte des clichés, ça m'a bien accroché. J'aime déjà bien les deux personnages. J'en suis qu'au tout début, donc pour l'instant ils se sont vus une fois, mais après ils se sont séparés, donc je sais pas comment ils vont se retrouver, comment l'intrigue va continuer, mais que ce soit l'écriture, l'univers, Stephen et Grace, j'aime. Donc on va y aller avec celui-là, et franchement c'est le dernier. J'ai plus de romantésie dans ma palle après. J'en suis arrivée à la moitié de Paladin's Grace, et il y a des choses que j'aime bien, et il y a des choses que j'aime un petit peu moins. On va commencer par ce que j'aime un peu moins, comme ça on finit sur une bonne note. Déjà, je trouve que les personnages ressemblent énormément à ceux de Swordheart, l'autre livre de l'autrice. J'ai regardé, Swordheart est sorti en 2018, Paladin's Grace en 2020. Et dans les deux, on a le même un peu archétype de personnage féminin qui a eu sa confiance en elle assez brisée par la vie et qui pense que personne ne peut s'intéresser à elle et qui est hyper timide et tout, versus le guerrier qui lui pense que personne ne peut l'aimer parce qu'il a été trop violent, il a pas de perspective d'avenir, tout ça. Et il y a des petites différences quand même entre les deux, mais je trouve qu'ils sont hyper similaires et leur dynamique est hyper similaire aussi. Dans leur tête, à chaque fois, c'est « Oh, je suis tellement attirée par cette personne, mais en même temps, comment une personne comme elle ou comme lui pourrait être intéressée par quelqu'un comme moi ?» Et j'avoue que ça, c'est pas vraiment ma dynamique préférée quand les deux personnages sont en mode self-depreciation, surtout le personnage féminin. J'ai l'impression que T. Kingfisher adore écrire des personnages féminins, même récemment avec A Sorceress Comes to Call, qui vivent, qui ont vécu beaucoup de violences psychologiques, voire de la violence physique. Je sais pas si là le personnage de Grace a vécu d'autres formes de violence ou pas, on comprend qu'il y a eu d'autres choses pas drôles dans sa vie, mais c'est pas encore très clair. En tout cas, la violence psychologique, c'est sûr, et toute sa confiance en elle et à l'intérêt que quelqu'un peut lui porter a été vraiment brisée là. En tout cas d'intérêt romantique en particulier, elle est comme hyper timide, elle se dévalue beaucoup, franchement ça fait de la peine à voir, mais c'est pas vraiment ce que je préfère lire comme personnage féminin non plus. Donc ça c'est le côté un peu négatif on va dire. Les côtés positifs maintenant il y en a quand même plus. J'aime beaucoup l'univers. Il y a une enquête d'un complot avec un meurtre, avec la royauté et tout qui est impliqué, et j'aime vraiment ça. Je me rends compte que j'aime quand la romance se mélange à une enquête. Donc là, c'est plutôt cool qu'il y ait cet aspect-là aussi qui leur offre une excuse au final pour continuer à se revoir, le temps qu'ils admettent mutuellement leur intérêt l'un pour l'autre. J'aime beaucoup le personnage de Marguerite, qui est la meilleure amie de Grace. Je la trouve vraiment fun. Et puis, ils sont quand même mignons tous les deux. Ils ont des petits moments mignons. Par exemple, Stephen, il lui a fait des chaussettes au tricot, il les lui offre, et c'était trop chou. Et je dois avouer que même si niveau personnage féminin ce n'est pas ce que je préfère, niveau personnage masculin, j'aime quand même bien Steven. C'est toujours ces un peu personnages de guerriers bourrus qui en fait sont très doux, j'adore. Donc malgré les petits éléments qui me parlent moins, je passe un bon moment de lecture et l'objectif ça va être de terminer le livre aujourd'hui.
fait un temps absolument dégueulasse aujourd'hui. Hier, c'était la même chose, genre il pleut. Vraiment, vraiment. J'ai même pas pu faire ma petite marche aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est que du coup, la météo était très propice au fait de se plonger dans un livre. Et c'est ce que j'ai fait pendant une bonne heure et demie pour terminer Paladin's Grace. Et franchement, à partir d'un moment, il y a un truc qui se passe. Et j'étais comme, oh my god! Qui vient rajouter de la tension à l'histoire. Et là, j'étais plus capable de lâcher. Et j'ai vraiment dévoré la fin du livre. Et j'ai beaucoup aimé. Je me suis régalée avec les personnages, les développements de l'intrigue. Et là, on sent vraiment que ça ouvre aussi les portes à une intrigue un peu plus de profondeur qui pourrait s'étendre sur les 4 livres de la série. On a découvert aussi d'autres personnages en passant qui, je pense, seront les personnages principaux des autres livres et j'ai vraiment hâte parce que j'ai aimé tout ce qu'on trouvait là-dedans. La résolution de l'intrigue, bon, je trouvais que ça se voyait un petit peu. C'était pas nécessairement le point fort du livre, le côté révélation de qui a prévu les assassinats et tout ça, mais tout ce qui était world building, tension entre les personnages, relation entre les personnages, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment cool. Et j'ai eu plusieurs moments où j'étais comme oh ou oh, et ça, j'aime bien quand je lis de passer par plein d'émotions. Je me suis plus attachée à Grace au fur et à mesure du livre. Je trouvais que on voyait plus d'autres aspects d'elle qui dépassait un peu ce côté manque de confiance en soi et tout. Donc j'étais quand même contente de voir son évolution. Stephen, le petit martyr. Je l'aimais du début à la fin et ils sont trop mignons tous les deux. Scène spicy à peine. C'est vraiment pas beaucoup détaillé, j'ai trouvé. Et ils étaient chauds. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vraiment, je suis contente d'avoir fait cette lecture. Ça a sauvé le vlog. Ce n'est pas un 5, mais c'est un 4,5. Ce qui est quand même déjà très très cool. Merci Kingfisher d'avoir sauvé la romantésie pour moi parce que là franchement j'étais désespérée. Et j'ai donc appris ou confirmé plutôt 2 choses avec ce vlog. La première, c'est que les vlogs 5 étoiles, comme je vous disais, je pense que ce n'est pas un concept pour moi. La deuxième, c'est que je vais continuer sur mon objectif 2026 de ne pas ajouter de romantésie à ma pile à lire autre que celle que j'ai déjà. Donc là, on a fait un bon tri avec ce vlog. Je pense pas qu'il en reste beaucoup, ça se trouve. Il me reste que cette série en fait. En tout cas, il reste plus grand chose. Ça, je vais continuer avec grand plaisir en tout cas. Et j'espère que ce vlog vous aura plu. Il ne s'est absolument pas passé comme prévu. C'était assez chaotique. Mais on aime ça, avoir des surprises. On aime ça. Des fois, elles sont bonnes, des fois, elles sont mauvaises. C'est la vie. Mais dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Que je vous ai donné envie de découvrir certains livres. Même s'il y en a que j'ai abandonnés, c'est juste mes goûts personnels. Ça veut pas dire qu'à vous, ils ne plairaient pas, bien entendu. Dites-moi en commentaire si vous lisez de la romantasy. Quels sont vos livres préférés du genre ou s'il y en a que j'ai lu et que vous avez lu vous aussi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce vlog, on va y aller avec le mot parfum en l'honneur de Grace. Et je termine comme toujours en remerciant infiniment les Cupas, mes Patreons, qui soutiennent le travail que je fais sur cette chaîne. Merci, merci, merci. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, de participer à nos lectures communes, d'avoir accès à des vidéos exclusives, notamment en mois d'avril, ça va être un retour statistique, bilan du premier trimestre de 2026 et avoir accès aussi à notre Discord de discussion où on parle pas mal. Le lien est en barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.